Ce n'est pas un paquet de sanctions supplémentaires qui va changer quoi que ce soit. Par contre, ça fait partie de la com et du cinéma de Trump. Ah, je vous mets sous sanction, mais par derrière, comme je l'ai dit, il pousse des accords bipartites et tripartites qui rendent service finalement, qui rendent service à l'Iran. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau grand entretien porté sur les dernières actualités autour de la politique internationale de Donald Trump. Et pour cela, j'ai la joie de recevoir François Martin. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Merci Joséphine. Nous profitons de ce petit moment du mois d'août où il n'y a pas trop de circulation, donc c'est facile de se retrouver. François Martin, ce mardi, Donald Trump a confirmé avoir quitté discrètement son avion présidentiel pour repartir du sommet de l'OTAN qui avait lieu en Turquie. Pour vous, la menace iranienne justifiait-elle réellement cette exfiltration ? Je ne pense pas. Je pense que Trump est quand même un grand comédien. C'est un des rois de la comédie. D'ailleurs, dans son activité professionnelle antérieure, il organisait des matchs de catch, entre autres choses. Donc, il sait très bien ce que c'est que de monter les gens les uns contre les autres pour des raisons, je dirais, cinématographiques. Et lui-même, il a un souci, c'est qu'il sait très bien qu'il a perdu cette guerre, en fait. Il sait très bien que les Iraniens le tiennent complètement parce qu'ils ont le doigt sur le bouton nucléaire de la crise économique mondiale. Il ne peut pas se permettre d'avoir une crise mondiale avant les midterms avec une explosion du prix du gallon, de l'inflation et un krach boursier. Donc, les Iraniens le tiennent complètement. Donc, son problème à lui, et on va voir après, parce que ça s'est développé dans d'autres éléments, c'est qu'il faut qu'il justifie vis-à-vis des anti-iraniens traditionnels de son parti ou d'ailleurs, qu'il défend bien les intérêts de l'Amérique, et donc il fait du cinéma pour ça. Ça, c'est tout à fait, à mon avis, sa façon de faire les choses. Donc, il agite, il fait semblant d'être en danger. Donc c'était plutôt un coup de com'. Ah ben pour moi, c'est un coup de com' absolu. Oui. Je vois absolument pas quel intérêt les Iraniens aujourd'hui qui le tiennent complètement par les oreilles et qui lui tiennent la dragée haute et qui vont l'obliger à accepter toutes leurs conditions avant les midterms, comme lui-même l'a déjà dit d'ailleurs, puisqu'il a dit que les propositions iraniennes étaient une bonne base de négociation. Donc il a déjà préaccepté toutes leurs conditions, et la plus importante d'entre elles étant le fait qu'ils contrôlent les détroits d'Ormuz, qu'ils contrôlent, eux, les Iraniens, le détroit d'Ormuz. Ça, c'est virtuellement accepté. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Mais donc, Trump a besoin de montrer qu'il lâche pas tout d'un seul coup, et il essaye, si vous voulez, comme je dis, l'important, c'est pas la défaite quand vous perdez. L'important, c'est la honte de la défaite. Parce que si vous perdez une guerre et que vous êtes dans la défaite, mais que vous n'êtes pas dans la honte, la défaite passe assez bien. Confère le général de Gaulle qui lâche toutes ses colonies, qui est dans la défaite absolue quand il prend le pouvoir en 1958. Mais il va dire aux pays africains, maintenant, c'est la liberté avec de Gaulle ou la liberté contre de Gaulle. Et tout le monde dit, oui, Charles, on est d'accord. Donc, il sort de là, la tête haute, alors qu'il vient d'encaisser la défaite. Mais il a évité la honte. Et je pense que le problème de Trump, c'est de faire suffisamment d'agitation médiatique
pour essayer de limiter dans une certaine mesure la honte. Je pense que ça ne trompera pas les personnes qui sont les connaisseurs, si vous voulez, parce qu'on sait qu'au bout du compte, il va tout lâcher. Mais par contre, je pense que vis-à-vis de ces électeurs qui vont voter pour les midterms, il est très important qu'il apparaisse combatif. Et je pense que ça sert à ça. Et justement, on va parler d'Ormuz, mais juste avant, on a d'ailleurs appris par une indiscrétion de la part du Pentagone que les stocks américains de missiles seraient fortement entamés. Les États-Unis ont-ils encore les moyens militaires de tenir une confrontation longue avec l'Iran ? Eh bien, on sait qu'il n'en avait plus déjà. Et il n'en avait plus, à mon avis, pas à cause de l'Iran, mais à cause du travail de dévitalisation qui est fait sur le conflit ukrainien depuis le début de la guerre d'Ukraine, depuis 2022. Et les stocks ont été petit à petit vidés par tout ce que Zelensky a reçu dans un premier temps. Ça a été un des aspects. Un autre aspect, c'est l'embargo chinois sur les terres rares, parce que ça interdit aux Américains de disposer des éléments qui leur permettent de dire aux sociétés fabricantes d'armes, allez-y, mettez 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes. Ils n'ont pas la certitude que de leur dire nous nous embarquerons dans des guerres longues. Et comme ils ne maîtrisent pas ces sociétés, parce que ce sont des sociétés privées, alors que les sociétés d'armement russes ou nord-coréennes ou chinoises sont des sociétés étatiques, donc quand Poutine dit à ces sociétés, maintenant vous allez vous mettre en 3-8, ils font les investissements nécessaires parce que c'est l'État qui le commande. Trump, il faut qu'il obtienne de ces marchands de canons qu'ils augmentent les cadences. Mais eux, ils savent que comme c'est eux qui vont vendre les armes, s'ils augmentent les cadences et qu'ensuite ils ne vendent pas les armes parce que le conflit s'arrête, ils perdent. Donc ils ne le font pas. Donc c'est beaucoup plus difficile pour Trump de programmer en fait son armement. Ça, c'est l'autre raison. Et la troisième raison, évidemment, c'est à cause de la guerre d'Iran où, comme on le sait, ils ont frappé tant et plus, alors qu'une grande partie, on sait, de l'industrie iranienne militaire est est dans des tunnels, elle est cachée. Donc, on arrive aujourd'hui au bout, comme certains spécialistes, comme Sylvain Ferreira ou Xavier Moreau l'avaient dit depuis plusieurs années, qu'ils étaient au bout du rouleau. Ben voilà, maintenant c'est officiel. Mais donc, voilà. Une confrontation encore longue avec l'Iran est-elle possible ? Elle n'est pas possible. Une raison, comme je l'ai dit, c'est parce que l'Iran tient complètement les États-Unis sur le plan économique, et l'autre, c'est parce que les Américains n'ont pas les moyens de faire perdurer un conflit de cette nature. Alors, parce que s'ils arrêtent pendant ce temps-là, les stocks vont se reconstruire, mais les stocks américains étant au plus bas, ils ont déjà besoin que leur propre stock stratégique soit recomplété pour pouvoir éventuellement faire face à un conflit contre la Chine, auquel je ne crois pas plus que ça. Mais en tout cas, là, si vous voulez, la fin du conflit iranien est forcément au bout du chemin. Et je pense que ça se fera probablement d'ici la fin de l'année, puisque Trump, d'une part, en a besoin pour ses midterms, et d'autre part, parce que les Iraniens eux-mêmes savent qu'ils le tiennent et ils ne lâcheront rien, ils ne feront pas... Parce qu'aujourd'hui, le point qu'il faut surveiller, c'est le prix du pétrole, le Brent, bon, qui était monté en mars à 120 ou 130 $, quelque chose comme ça. Bon, là aujourd'hui, je n'ai pas regardé, mais il doit être aux environs de 80 $, si ce n'est pas un peu moins.
Mais ça, on sait que c'est assez artificiel, puisque pendant ce temps, les quantités de pétrole et de gaz du Moyen-Orient ne sont pas exportées, puisque le détroit est toujours fermé aujourd'hui. Fermé parce que les Iraniens ne l'ont pas rouvert et parce que les Américains, disent-ils, continuent à en faire le blocus. Ce dont je ne suis pas si sûr. Hein. Mais il y a une espèce de flou à ce sujet. Donc, toutes ces raisons font que on va en voir la fin assez rapidement. Et je ne suis pas le seul à le dire. Beaucoup d'analystes le disent. Après, une fois que les militants sont passés, si Trump s'en sort bien ou à peu près, qu'est-ce qu'il fera plus tard? Ça, j'en sais rien. Mais je pense que les Iraniens feront tout pour obtenir un accord formalisé avant les midterms. Et qu'ils ne relâcheront pas la pression, qu'ils ne rouvriront pas véritablement le détroit avant que cet accord soit terminé. Et un élément qui va dans ce sens-là, qui me laisse à penser aussi que Trump est sorti de l'ambiguïté stratégique et qu'il a véritablement l'intention de donner aux Iraniens ce qu'ils veulent, une des raisons très importantes, c'est cet accord bipartite entre le sultanat d'Oman et l'Iran pour la gestion du détroit. Pourquoi je pense ça? Parce que je connais bien le sultanat d'Oman, j'y suis allé pas mal de fois dans ma vie professionnelle. C'est un petit État. C'était dirigé par un grand dirigeant qui s'appelait Sultan Qaboos, qui a fait de ce pays qui était très pauvre une réussite et je dirais une pépite quelque part. Quand on va à Oman, quand on va à Mascate, on n'a pas du tout la même impression que celle qu'on a à Dubaï ou ailleurs. Ailleurs, on a vraiment l'impression qu'on a, je dirais, des chameliers qui sont arrivés là, qui ont exploité du pétrole et qui ont fait grandir de rien des villes. Des villes nouvelles, quoi. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que, en fait, à Dubaï, par exemple, c'est pas des chameliers, c'était des pêcheurs de perles, c'était des voyageurs. Mais Oman, c'est vraiment à part. Alors, mais si vous voulez, ça n'a pas la puissance qu'a l'Arabie Saoudite politique ou qu'a donc, ils ont fait leur notoriété et leur chemin à partir de leur force, leur capacité diplomatique, et en particulier pour négocier avec l'Iran. Mais si vous voulez, un accord comme celui-là, comme cet accord bipartite, il scelle véritablement la maîtrise par l'Iran du détroit d'Ormuz, qui est un des points importants, si ce n'est le point le plus important de leur accord. L'autre étant le retour de leurs avoirs, le remboursement des frais de guerre, des destructions, et puis la négociation sur le départ des bases américaines, et puis la négociation sur le nucléaire qui viendra ensuite à la Saint-Glinglin. Mais si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que cet accord bipartite, connaissant le sultanat d'Oman, jamais Oman ne se serait risqué à signer un accord bipartite avec l'Iran s'ils n'avaient pas eu derrière l'aval des États-Unis. Ça, il faut comprendre ça. Un petit pays comme ça, s'il prend la liberté d'aller signer un accord où il choisit le parti de l'Iran et qui confirme le fait que l'Iran, avec Oman, fixeront les règles et tiendront. S'il fait ça au nez à la barbe des États-Unis, les États-Unis les détruisent économiquement, politiquement, etc., etc. Il ne restera rien d'Oman. Donc, moi je suis absolument persuadé qu'ils ont un accord tacite de Trump pour faire ça. Et ça, tous les autres pays du Golfe l'ont compris. Alors, pourquoi Trump fait ça?
Parce que comme il est dans la nasse pour l'instant et qu'il ne peut pas en sortir, parce que dès qu'il dit quelque chose, Israël dit non, 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 je ne veux pas, et continue à bombarder le Liban, Gaza et à faire les exactions horribles actuellement dans les territoires occupés. Vous pensez que les États-Unis n'ont pas de poids sur les décisions d'Israël ? Ben, ils n'en ont pas suffisamment. La preuve, c'est qu'ils n'arrêtent pas de dire qu'ils veulent faire un accord et que Israël dit nous, on ne respectera jamais l'accord. Vous avez vu le discours de Vance, la réponse de Vance à Joe Rogan dans son interview, vous avez suivi ça, où il a accusé nommément Israël d'avoir monté un réseau, d'avoir acheté un réseau de personnes pour le dénigrer personnellement et pour empêcher la négociation de l'accord avec l'Iran. Donc aujourd'hui, ça va mal, mais on voit qu'Israël garde une faculté de nuisance aujourd'hui importante. Donc moi, je traduis de cet accord irano-omanais le fait que Trump, ne pouvant pas ou ne voulant pas de son plein gré donner raison à l'Iran contre les forces, je dirais, pro-sionistes américaines, en fait, a fait faire l'accord, ou a laissé faire l'accord entre Oman et l'Iran, et on voit que depuis que cet accord a été annoncé, on n'a pas eu de réponse de Trump disant que c'était nul et non avenu. Donc c'est une façon de jouer, d'isoler Israël progressivement dans cette affaire. Et c'est ce qui se passe, qui est en train de se passer. Et l'accord tripartite dont on va parler après, je pense, est de même nature, à mon avis. C'est exactement ça qui est, à mon avis, l'objectif de Trump. Parce que, pour le dire rapidement, je ne peux pas penser que cet accord, donc, entre l'Arabie saoudite, qui est un allié fort des États-Unis, la Turquie, qui est membre de l'OTAN, et le Pakistan, qui est un pays qui s'entend bien avec les États-Unis, je ne peux pas concevoir une seconde que cet accord militaire extrêmement important n'ait pas pu se faire avec l'aval des États-Unis. Or, il n'est pas dirigé contre l'Iran, puisque l'Iran est lui-même un voisin et un ami du Pakistan. Donc, ce n'est pas dirigé contre l'Iran, c'est dirigé contre qui ? Ben, c'est dirigé contre Israël, voilà. C'est à ça que ça sert. Donc, c'est une autre façon pour Trump. Il y a deux façons. La première, c'est l'accord bipartite avec Oman, où il dit « Ok, allez-y, mais je ne vous l'ai pas dit ». Et l'autre, c'est l'accord tripartite, où il leur dit « Allez-y, faites une alliance militaire dans laquelle il y a un pays nucléaire. Donc ça permet, le jour où il y a une confrontation de l'un d'entre eux vis-à-vis d'Israël, ça permet de dire à Israël, ben, en face de vous, vous avez une puissance nucléaire. Donc ça rétablit un équilibre de la dissuasion qui était, à mon avis, nécessaire dans cette région. Et je pense que c'est le subterfuge qui a été trouvé. En même temps, ça permet une certaine autonomisation de ces pays, mais une autonomisation qui reste, à mon avis, très relative, parce que ça reste... On voit bien qu'il y a le parrainage des États-Unis derrière. Ça me paraît évident. Sinon, cet accord n'aurait pas eu lieu. Voilà. Donc tout ça, ça contribue d'une part à l'isolement d'Israël et ça permet d'avancer vers une conclusion sans que Trump ne l'avalise trop vite, je dirais. Voilà, voilà, c'est ça. Et justement, ce qui est assez étonnant, c'est que Donald Trump affirme que les États-Unis ont désormais un contrôle total du détroit d'Ormuz. Comment vous interprétez ces propos ? Ben, dans le sens de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est du cinéma. Il n'a pas le contrôle du détroit d'Ormuz, puisque justement, Oman et l'Iran viennent de signer un accord de contrôle du détroit d'Ormuz. Donc ça veut dire que ce n'est pas Trump qui en a le contrôle. Donc il ment comme un arracheur de dents, mais c'est comme d'habitude. Donc il fait du cinéma pour dire, vous voyez, il dit d'autant plus qu'il a le contrôle qu'il ne l'a pas, je dirais. Voilà, c'est ça en fait. Vous voyez ?
Donc c'est la partie cinématographique de son propos, parce qu'il est coincé entre, je dirais, des financiers qui lui disent attention, 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 on est près du gouffre, etc. Ceux qui sont membres de son camp et qui lui disent on va perdre les élections si jamais il y a un coup de bambou économique. Et puis ceux d'un autre côté qui disent non, 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 il faut continuer à se battre contre l'Iran, les marchands de canons qui veulent que ça dure, etc. Donc il est entre les deux et il essaye de faire, je dirais, la danse du ventre et les claquettes pour en donner aux uns et aux autres en même temps. C'est ça qu'il fait. Mais je pense que les deux accords, l'accord tripartite et l'accord bipartite, me font penser que, en fait, il a choisi dans quelle direction il veut aller. Il ne le montre pas ouvertement, mais il a choisi, parce que sinon, il aurait dénoncé l'accord bipartite, il aurait dénoncé l'accord tripartite. Or, il ne l'a pas fait. Donc, il est, à mon avis, il est derrière. Voilà. C'est comme ça que je pense. C'est ça qui me laisse penser que on va vers une conclusion relativement rapide, parce qu'on est en train, enfin, de... L'élément casse-pied, je dirais, dans cette affaire, c'est Israël. Puisqu'Israël ne veut pas obéir, en gros. Bon. Et ce qui est en train de se construire, c'est en fait une défense anti-Israël à travers l'accord tripartite. Israël est en train de perdre une partie de son contrôle régional. Voilà. C'est le contrôle régional qui est en train de se discuter et en train de se décider à travers cet accord. Et Israël est en train de le perdre. On est bien loin des rêves de démocratie qu'on nous a vendus au tout début de ce conflit, finalement. Ah bah tout à fait, tout à fait. Mais si vous voulez, bon, je sais qu'il y a des gens qui disent que Trump est un imbécile, qu'il est totalement manipulé, etc. Moi, je ne l'ai jamais pensé. Je ne pense pas que c'est un foudre de guerre sur le plan international, mais je ne pense pas que c'est un imbécile non plus sur le plan intérieur. C'est quand même un gars qui a été élu et réélu, donc il a quand même certaines qualités de manœuvrière, je dis, sur le plan intérieur, et je pense qu'il faut lire une bonne partie de ce qu'il fait comme des façons d'essayer ou d'acquérir ou de conserver une partie de son électorat. Et pour terminer là-dessus, bien que son image chez les MAGA est en train de, si vous voulez, de baisser aussi bien par rapport au fait que l'opinion américaine est devenue antisioniste de plus en plus, que le fait que les Américains sont globalement contre la poursuite de la guerre en Iran, je ne suis pas persuadé que les enjeux de la guerre, les enjeux des élections des midterms porteront véritablement sur les questions internationales et porteront sur les questions économiques intérieures essentiellement. C'est ça l'objet de Trump. Voilà. Donc je ne suis pas persuadé, contrairement à ce que disent certains, qu'il va prendre une pâtée au moment de ces élections-là. Je ne suis pas sûr du tout. Qu'il les gagne, je ne suis pas sûr, mais je pense que ça risque d'être extrêmement serré. D'où son intérêt à essayer de ménager la chèvre et le chou, ce qu'il essaye de faire. Voilà. François Martin, en parlant désormais de semi-négociation Oui. et en insistant davantage sur les sanctions, Donald Oui. Trump est-il en train de passer d'une stratégie militaire Oui. qui ne fonctionne a priori pas vraiment Non, à une pas stratégie, du tout. à une stratégie d'asphyxie économique sur l'Iran? Ben, elle ne marchera pas non plus parce que ça fait 45 ans qu'ils sont sous asphyxie économique et regardez le développement de ce pays. Je rappelle qu'ils produisent aujourd'hui 3,5 millions de barils par jour. Ils exportent 1,5 million de barils par jour. Enfin, ils sont censés exporter dans les conditions normales, c'est-à-dire qu'il y a 2 millions de barils par jour qui servent à alimenter l'industrie iranienne, d'une part. Ils sont autosuffisants sur le plan alimentaire à 85%.
ce qui est une performance tout à fait extraordinaire. Ils ont de mémoire un accord commercial avec la Turquie, en tout cas ils l'avaient, si ce n'a pas été suspendu avant la guerre, de 35 milliards de dollars. Donc ça veut dire que c'est un pays qui se débrouille d'une façon tout à fait extraordinaire, qui commerce avec la Russie, qui commerce avec la Chine. C'est un pays qui, disons, a réussi à s'organiser malgré les sanctions. Donc ce n'est pas un paquet de sanctions supplémentaires qui va changer quoi que ce soit. Par contre, ça fait partie de la com et du cinéma de Trump. Ah, je vous mets sous sanction, mais par derrière, comme je l'ai dit, il pousse des accords bipartites et tripartites qui rendent service finalement, qui rendent service à l'Iran. Bien sûr. Voilà. Donc c'est ça la stratégie de Trump, à mon avis. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais on a l'impression que Donald Trump arrive donc au bout du système de la guerre, Oui. comme c'est le cas avec l'Iran. Oui. Qu'en est-il aujourd'hui de l'Ukraine ? Alors, l'Ukraine, c'est un autre type de théâtre, mais je pense aussi qu'on arrive à la fin de ce conflit. Pourquoi je dis ça ? Parce que certains... Poutine ne fait pas la guerre à l'Ukraine. Il n'a jamais fait la guerre à l'Ukraine. Il a fait la guerre à l'OTAN, et à travers l'OTAN, il a fait la guerre à l'Occident tout entier. Donc il ne s'est pas trompé de guerre. S'il avait essayé... Comment est-ce qu'il a fait ? En fait, il avait la possibilité, dès le début de la guerre, de faire tomber l'Ukraine complètement en faisant ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire en fermant l'accès au port d'Odessa et à tous les ports de la mer Noire. Hein ? Or, vous vous souvenez, Joséphine, qu'au début de la guerre, en fait, il a passé un accord avec les Ukrainiens négocié par Erdogan, par lequel il autorisait l'exportation des grains ukrainiens contre le fait qu'on lui facilite l'exportation de ses propres grains, en particulier vers l'Afrique. Donc ça a été négocié et à ce moment-là, les Russes ont déminé eux-mêmes les ports ukrainiens, le port d'Odessa, qu'ils avaient miné. Ça, c'est Erdogan qui a obtenu ça. Alors, ils ont fait ça, donc ça veut dire qu'ils ont redonné à l'époque à l'Ukraine, en même temps qu'ils faisaient la guerre à l'Ukraine, ils ont redonné à l'Ukraine une capacité d'exportation. Pourquoi ont-ils fait ça ? Parce que je pense qu'ils ont mené vis-à-vis de l'Occident une guerre que j'appelle une guerre de dévitalisation. C'est-à-dire leur faire envoyer des armes, de l'argent, etc., et détruire, non pas détruire l'Ukraine, mais détruire les armements et les financements occidentaux. C'est ça qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, face à l'augmentation très relative du mécontentement de certaines parties de la société russe par rapport aux attaques de drones, il est passé à la phase finale et il a fermé l'accès au port de la mer Noire en détruisant les installations portuaires d'Odessa, en détruisant le pont qui permet à Odessa de communiquer avec les ports qui sont le long du Danube, qui exportent également des grains. Et aujourd'hui, depuis le début de cette offensive qui a entre 2 et 3 semaines, disons à peu près 3 semaines, il n'y a plus de marchandises qui rentrent, et il n'y a plus de marchandises qui sortent. Plus rien. Donc, or, il faut bien comprendre que 85% des exportations de l'Ukraine, c'est par la mer Noire. Donc, si l'Ukraine ne peut plus exporter, elle perd 85% de ses exportations, ce qui représente, de mémoire, 80 ou 85 milliards de dollars. Donc, il va manquer dans les caisses, dans l'économie ukrainienne,
85 milliards de dollars. Ça risque de faire un trou immense. Ben, ça risque de faire un trou immense. Alors, certains disent oui, mais la planche à billets, etc. Bon, la planche à billets, ça ne permet pas de compenser une perte de 85 milliards de dollars, dont l'essentiel, ce sont des grains, puisque 60% des exportations ukrainiennes, c'est des grains, qui appartiennent d'ailleurs à des sociétés américaines, comme on sait, qui sont Monsanto, Dupont de Nemours et Cargill. Voilà. Donc ça va être des pertes pour Monsanto, Dupont de Nemours et Cargill, mais surtout, ça va être des pertes pour l'économie ukrainienne en général, parce que du coup, tout s'arrête. Tout le système agricole qui fait 60% du système économique s'arrête. Ça veut dire que les paysans n'ont plus rien, ils ne sont plus payés, tous ceux qui travaillent ne sont plus payés. Donc ce pays ne va pas tenir. Donc je pense qu'on en a pour un mois, mais que on va, comment ça s'appelle, à mon avis, si les Américains sont malins et que là aussi Trump s'est mis dans une situation où il dit moi je suis un monsieur bons offices, etc., alors qu'en fait il est le principal sponsor de cette guerre, hein, puisque c'est l'OTAN qui fait la guerre. Donc, si Trump décide de changer de braquet, comme il est en train de le faire en Iran, je pense qu'à ce moment-là, ils vont vouloir dégommer Zelensky. Ils vont lui dire de partir, il va comprendre que de toute façon, s'il n'a plus d'argent, est-ce que les Européens vont continuer à payer si le pays est en faillite complètement ? Je ne suis pas sûr du tout. Les Américains ne veulent plus payer, ils l'ont dit. Et l'Union européenne ? Eh ben, l'Union européenne, je pense que si l'Union européenne pense que la guerre peut continuer, ils vont continuer à payer. Mais si le pays est en faillite complète, qui est-ce qui va le redresser ? Je pense qu'on va voir des manifestations monstres dans ce pays, dans les semaines qui viennent. C'est ça qui va se passer. Donc, je pense qu'on va assister à la chute de Zelensky. On voit qu'ils sont en train de préparer les accusations de corruption contre lui. Il y a l'ambassadeur en Angleterre, Zaloujny, qui se prépare. Il y a Fedorov, le jeune et sémillant ministre, qui se prépare. Donc, il y a un certain nombre de... On voit Julia Mendel, son ancienne porte-parole, qui fait des articles dans les journaux après avoir fait cette interview avec Tucker Carlson. C'est quand même une interview extrêmement importante. Donc derrière Julia, il y a des groupes de pression. Elle ne fait pas ça de son propre chef. L'ancienne porte-parole, elle ne fait pas ça de son propre chef. Donc on voit que tout ça bouge. Donc je pense qu'on se prépare. Aujourd'hui, on est en train de vivre, à mon avis, la dernière partie du spectacle. Voilà ce que je pense. Donc, ça veut dire que, et ça va être rapidement, ils ne tiendront pas 3 mois comme ça. Donc, je pense que aussi bien l'Iran, à cause des midterms, que l'Ukraine, à cause de ce changement de stratégie des Russes, je pense que d'ici 1 mois, 2 mois maximum, on va avoir des changements énormes. Et si comme, voilà. Si comme vous le dites, le conflit en Iran se termine dans un futur proche, quel avenir politique pour Israël au Moyen-Orient ? Alors ça, c'est la grande question, ça. Ça, c'est la grande question, parce que l'important, c'est pas tant que la guerre s'arrête, c'est ce qui est en train de se dessiner à travers l'accord tripartite, accord qui pourrait être rejoint par l'Iran demain si la guerre est terminée. Et ça veut dire qu'il se dessine pour le bien des Saoudiens, pour le bien des pays du Golfe, pour le bien du Pakistan, pour le bien de la Turquie qui est toujours dans
et bon coup, une autre politique pour le Moyen-Orient, je dirais, de prospérité, disons les choses comme ça. Et dans une politique comme ça, Israël n'a pas sa place. Parce que les États-Unis, à ce moment-là, se positionneront comme le sponsor de ce nouvel ensemble, dans un système qui leur coûtera moins cher parce qu'ils n'auront plus les bases à entretenir, etc., etc. À mon avis, ils contrôleront quand même plus ou moins les pays du Golfe, comme aujourd'hui, comme l'Arabie Saoudite, comme la Turquie, etc. Donc, ils pourraient, théoriquement, mais je pense que c'est ça, c'est comme ça ça devrait se terminer. Ces pays économiquement, ils iront faire du business, mais à ce moment-là, ils n'auront plus besoin de gendarmes. Donc Israël se trouve au bout de sa vie, à mon avis. Sur le plan stratégique, toute la stratégie d'Israël qui a été, je dirais, de mettre le képi et puis de mettre au pas, avec sa bombe en plus, ces pays du Moyen-Orient, pour le compte des Américains, pour leur dire, les Américains leur disons, si vous ne faites pas ce que je veux, je vous envoie mon chien de garde. En gros, c'est ça. Et eux, ils en ont profité. Hein. Donc, aujourd'hui, après ça, ils seront dans ce que les Palestiniens appellent le moment sud-africain. Les Palestiniens attendent ce moment et ont construit leur révolte pour arriver à ce moment, ce qu'ils appellent eux-mêmes le moment sud-africain. C'est-à-dire le moment où Israël sera totalement isolé auprès du monde entier et qu'ils ne pourront plus rien faire, que les accords avec eux seront dénoncés et qu'ils seront tout seuls. Voilà. Oui, mais concrètement, comment cela pourrait-il se matérialiser ? Ben, ça se matérialise si, au bout du compte, vous avez vu ce qui se passe dans les territoires occupés en ce moment. Vous voyez ce qui se passe. Vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelques jours. Ils ont attaché un Palestinien par les parties génitales, ils l'ont tiré avec une voiture, ils lui ont arraché les parties génitales. Vous voyez ça? Ils ont cassé la vitre d'une maison, ils ont balancé de l'essence dedans et ils ont grillé un bébé qui dormait dans la pièce. Bon, tout ça, chez nous, ça passe pas. Et moi, je le sais. Et ça passe sur les réseaux sociaux américains et dans le monde entier, ça. Donc, Israël est foutu, en fait, médiatiquement parlant. Je ne peux pas penser qu'après la sortie qu'a fait Vance, si c'est Vance qui est le président suivant, ou même si c'est un autre, que l'argent pour Israël va continuer. D'ailleurs, Vance leur a dit ça, leur a dit, le dernier président qui vous soutient, c'est Trump. Donc, il va y avoir une remise en cause totale d'Israël. Et s'il n'y a plus l'argent américain, Israël n'existe plus. Il faut bien voir ça. Donc, comment ça peut renaître? Est-ce que l'État d'Israël peut lui-même continuer à exister dans ces conditions? Je ne sais pas. Plus d'argent, plus d'alliés diplomatiques, plus d'objectifs géopolitiques. Comment on survit quand c'est comme ça? Ça veut dire qu'il y aura une remise en cause totale. Ça veut dire qu'il va y avoir des centaines de milliers de personnes en Israël qui sont pour la plupart des binationaux qui vont s'en aller. Donc c'est la catastrophe. C'est pour ça que Netanyahou, je dirais, se bat comme un beau diable pour essayer de sortir de la nasse dans laquelle il est en train d'être enfermé, mais il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. Donc, ça va être la grande question. Et si en face de lui, ils ont une alliance tripartite soutenue en sous-main ou officiellement par les États-Unis avec une puissance comme le Pakistan, qui est une puissance nucléaire, ils ne feront pas du chantage nucléaire en disant si on ne me donne pas ce que je veux, je vous envoie une bombe, parce qu'ils en prendront une au retour. Donc, ils sont cuits. Voilà, c'est ça que je pense. Et donc, ça serait une remise en cause totale.
Est-ce que la population peut rester dans ces conditions? Nous, on a l'habitude de vivre avec des pays qui sont puissants autour de nous. Ce n'est pas pour autant qu'on les considère comme des dangers par rapport à notre pays, si vous voulez. Bon, l'Angleterre est à côté de nous, elle a l'arme nucléaire. On ne tremble pas tous les jours en disant « Est-ce qu'ils vous nous envoient une bombe ?» Vous voyez, Israël vit parce que leurs dirigeants les ont construits comme ça, dans la psychose permanente qui justifie le fait qu'ils soient en permanence en situation de guerre par rapport aux pays alentours. Que ce soit l'Iran, que ce soit la Syrie, que ce soit le Liban, etc. etc. Donc, si vous voulez, mais ça, c'est pas tenable à terme. C'est pas tenable. Donc, la réponse à votre question, c'est je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais, et eux ne le savent pas non plus. Est-ce que, dans les conditions actuelles et dans l'état de la population, parce que la population est en grande majorité partisane de l'expulsion, c'est-à-dire de l'éradication de tous les Palestiniens, hein. Il ne faut pas se mentir. C'est ça qu'il y a derrière. Donc, est-ce qu'il y a un dirigeant qui sera capable de dire il faut faire la paix avec nos voisins, la paix avec l'Iran, la paix avec les Palestiniens, est-ce qu'il faut avoir leur État Ils sont allés tellement loin, si vous voulez, dans la folie destructrice que comment est-ce qu'ils vont arriver aujourd'hui? Puis si les binationaux s'en vont, qui va rester? Il restera les colons, il restera ces gens-là qui sont les plus radicaux. Donc, comment reconstruire une opinion et un système politique à partir de ça? C'est pas facile, hein. Moi, personnellement, je ne souhaite pas que l'État d'Israël disparaisse, mais je me demande, lorsqu'on n'a pas d'argent, pas de diplomatie, que leur pouvoir militaire est très surfait, il faut dire la vérité, puisque la raison pour laquelle ils se sont retirés du Sud-Liban, c'est parce qu'ils se sont vietnamisés au Sud-Liban. Ils sont en retard d'une guerre. Ils n'avaient pas intégré la dronisation. Ils avaient encore des chars Merkava qui n'étaient pas protégés contre les drones. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont retirés. Donc, militairement, ils ne sont pas au point. Géopolitiquement, ils n'ont aucune perspective. Ils se sont fâchés, ou ils sont fâchés avec leur principal sponsor qu'ils ont trompé dans les grandes largeurs en leur disant « Allez-y, on va en Iran, dans une semaine, c'est bouclé ». Donc, je veux dire, Netanyahou, je ne sais pas comment il va finir, mais à mon avis, il ne va pas bien finir, hein. Je pense que il y a un certain nombre de forces en Israël qui vont vouloir lui faire payer. Ça a été, je dirais, le fossoyeur du pays, hein. C'est ce que je pense. Je pense que dans l'histoire d'Israël, ça a peut-être été le personnage qui a été le plus néfaste, non seulement pour les ennemis d'Israël, mais pour le pays lui-même. Oui, c'est ça que je pense. Donc, je ne suis pas capable de vous répondre, en fait, sauf ce que je viens de vous dire. Mais en tout cas, pour le reste, moi, j'ai une certaine... Je pense que si les choses se passent normalement, Netanyahou devrait se faire dégager aux prochaines élections. On ne va pas lui reprocher le fond, mais on va lui reprocher la forme. C'est-à-dire le fait de s'être fâché avec tout le monde, et en particulier avec son sponsor. C'est-à-dire son approche diplomatique... je dirais, tellement radical qu'il a oublié de mettre les formes. Et il a entraîné les États-Unis dans une expérience que les États-Unis ne vont pas lui pardonner. Donc, pour cette raison-là, normalement, je pense qu'il devrait perdre. Donc ensuite, si les autres ont le pouvoir, qu'est-ce qu'ils feront? Je pense que dans un premier temps, ils lâcheront du lest.
ils diront oui, c'était lui, c'est pas nous, nous on veut pas, ok, faites comme vous voulez, etc. Et puis pendant ce temps, ils essaieront de reconstruire une relation de confiance et de retrouver une forme de légitimité, je dirais. C'est ça qui devrait se passer. Mais pour faire quoi? S'ils sont pris de vitesse par la paix qui s'installe dans la région, ils n'auront plus de raison d'être. Sous la forme actuelle, en tout cas. Ça, la vraie question. Voilà. François Martin, je vous remercie pour votre Vas-y. analyse. Et si on se revoit, et que si dans 3 mois, les 2 guerres sont finies, eh ben, je ne me serais pas trompé. Et on espère que ça va être le cas. Je serai très content. Voilà, voilà. Ce qui ne sera pas la paix, ce qui n'arrêtera pas ni les frictions, ni les tensions entre le Nord et le Sud, parce que dans le Sud, il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a un géant qui s'appelle la Chine, dont on n'a pas parlé. Donc la relation américano-russe, américano-chinoise ne sera pas terminée, les relations ne seront pas pacifiées. Il faut remarquer, et ça je ne l'ai pas dit mais c'est très important, que si cet accord tripartite avec le Pakistan s'est mis en œuvre, c'est aussi parce qu'il a eu l'aval de la Chine, parce que la Chine a des relations très particulières avec le Pakistan, et si la Chine n'avait pas voulu de cet accord tripartite, elle n'aurait pas laissé le Pakistan y aller. Donc ça, c'est un point intéressant parce que cet accord a une validation américaine d'un côté, mais il a certainement une validation chinoise de l'autre, et je pense qu'il a aussi une validation russe. Parce que ce qui intéresse les Russes dans cette affaire, c'est d'éviter la prolifération nucléaire, parce qu'il y a quelque chose qu'ils ne voudraient pas, c'est que la Turquie ait la bombe nucléaire. Donc ça, c'est vraiment une inquiétude pour eux. Et si cet accord permet d'éviter que l'Arabie saoudite se dote et que la Turquie se dote, pour eux, c'est un très bon accord. Voilà. Donc je pense que tout ça va dans le bon sens. Donc peut-être la paix demain, espérons. Merci François Martin. Voilà. Et merci à tous. À bientôt.